Top 100 all time, top 100 all time. Le top 100. Yes sir. C'est lundi. C'est le meilleur jour de la semaine. The best day of the week. Même si la semaine dernière a été plutôt... et c'est pas fini d'ailleurs, mais plutôt mouvementée. Tout à fait, c'est dans ce contexte un petit peu chamboulé que forcément, avec Alex et Léonce, on continue le top 100 all-time. Vous l'aurez le lundi, quoi qu'il arrive, avec toujours autant de blasphème et d'objectivité. C'est prévu. Place 21-29. On rentre dans le top 20. Alors déjà, on s'installe peinard parce que l'épisode de la semaine dernière on a vu que fait 2-3 émus. Il y a 2-3 joueurs qui sont restés à la porte du top 20. Ça a pas plu. Mais dis donc, je suis pas du tout d'accord avec vous. Donc Bastien s'est fait énormément d'amis dans la piste. Du côté du Michigan, tout ça. Et moi, qui dis du bien du 8 toute l'année, bon là, je vais avoir quelques soucis au niveau de la Floride, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné? Il faut bien laisser des mecs. Faut les caser, faut les mettre. Il y a un moment, tout le monde pourra pas être top 5. Tout à fait. Et on pourra pas être forcément d'accord. Hein, c'est comme ça. This is my way, c'est chacun son classement. J'ose même pas imaginer quand on va arriver genre en place qu'il va falloir laisser quelqu'un en 11-12 à la porte du top 10. Les sorties de top plus 10. Ensuite, ouais, oh là là, pouf. Il va y avoir du blasphème. Vous le savez, c'est lundi, le meilleur jour de la semaine, le top 100 all-time. Continue, 21, 20 et 19. On a déjà fait énormément d'émissions. Ça commence à transpirer. Léonce, il a mis des photos de plus en plus rouges. On sent les flammes de l'enfer qui débarquent. Et donc, comme d'hab, Alex, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc on m'a dit. C'est pas un plat typique de Floride. C'est ça, on m'a dit que je bouffais toujours la même chose, je sais pas quoi. Les gens aiment pas les salades. Les gens aiment pas le quinoa, aiment pas les tomates. Non, les gens aiment bien le quinoa. À un moment donné. Mais ça fait 4 fois que t'as dit de la tomate. Enfin, t'as vu la chaleur qu'il fait. À Miami, c'est. Si vous voulez à ce moment-là, tartiflette. J'ai un pote savoyard. C'est un roi de la tartiflette. Oh. Le truc, c'est qu'il s'appelle Giovanni Mariette. Non, mais alors il pourrait être très ami avec Giovanni Mariette, à mon avis, mais alors limite amoureux, moi, je pense, limite. Faut acheter des reblochons. Oui. En coopérative, en Savoie. Oui. Déjà pour commencer, tu vois, le bon goût. Fait Marie-Léonce. Petit level de pommes de terre taillées finement. Bien sûr. Level de reblochon. Normal. Oignon. Level d'oignon. Oui. Viande. Level de pommes de terre. Ah. Petit lardon. Et reblochon sur le dessus que tu fais bien griller. Vous êtes comme ça. Très bien. C'est pas moi, c'est la Savoie. D'accord, c'est lui. C'est pas moi, c'est la Savoie. Ça vous gagne. Le slogan. La montagne, hein. Ah bah oui, ça vous gagne. Bref, voilà, je crois que la recette, c'est à peu près ça. Je redemanderai le cas échéant, mais voilà, si on veut faire les malins avec les salades et tout, bah bim, tartiflette. N'hésitez pas en septembre, faites-vous des tartiflettes, ça fait toujours plaisir. Hein, voilà, on est encore en été, petit plat d'été. La tartiflette, de toute façon, c'est pas lourd. Hein. Non, et puis de toute façon, c'est pas grave. On s'en fout des codes. Si on fait des tartiflettes en septembre, c'est notre choix. Moi, je pars sur un magret de canard comme d'habitude, mais ça, on s'en bat les couilles. Exactement, toujours. La finesse. Nous avec sommes des haricots verts pour la bonne conscience, non ? Ouais, avec de la tartiflette. C'est donc le top 100 all-time, vous le savez, on va devoir se faire donc les 3 prochaines places. Là, la température commence à bien monter quand même. C'est clair. Parce que là, il commence à y avoir du gros blasphème. Comme tu l'as dit, on s'est rentré dans la semaine dernière. À voir si par la suite on continuera à faire 3 par 3 par 3. Peut-être que parfois on le fera en 2 par 2 ou 3 par 3. On verra ça. Ah, faut voir. Si vous êtes sage, peut-être qu'on rallongera encore un peu le plaisir. Voir, pourquoi pas. C'est vrai qu'il peut y avoir des niveaux à partir desquels on descend 2 par 2. Ça peut être marrant. Hein. Exactement. Et donc, une fois que vous êtes bien installé, que vous avez préparé vos arguments, et que vous avez sorti les couteaux et les arbalètes pour savoir qui a été placé où et quand, eh bien, on va pouvoir perdre 0 minute et répondre tout de suite à quelques questions. Allez, vas-y, fais péter. On a récupéré des questions dans les commentaires. Vous pouvez toujours les poser. Si on n'a pas répondu à votre question, c'est certainement qu'on l'a déjà fait. Et donc, j'en ai récupéré 4-5 qu'on va pouvoir s'occuper aujourd'hui, tout de suite. Virgil Revo qui nous demande, la semaine prochaine, est-ce que Luka Doncic rentre dans le classement ? Très drôle. Très très drôle. J'aime beaucoup. En plus, c'est une blague, on l'avait pas trop vue. Moi, j'ai pas du tout vu ce tweet. C'est évidemment après la sortie du match où on avait vu. Quand on refera le top 100 dans 6 mois, on verra où on met Luka. Oui, parce que mais je rigole, mais voilà, c'est trop tôt. C'est évidemment trop tôt, et puis il faut quelques saisons quand même. Ouais, voilà. C'est pas un shoot qui te rentre dans un top 100. Oui, et puis un shoot avec les saisons, parce qu'il y en a qui vont faire « Oh, il a pas que mis un shoot, il a fait toute une saison. » Oui, il a fait plein de triples. En tout cas, j'étais là, j'ai vu. Mais... Ça nous emmène quand même au sujet dont on avait pu parler nous en off, qui est très hâte de voir, quand cette saison elle est terminée, de voir justement comment est-ce qu'on peut reclasser certains joueurs. De voir comment ça va se passer par la suite.
Question suivante de Mohamed qui nous demande juste simple curiosité. J'aurais aimé savoir dans quel range vous auriez classé monsieur Bill Laimbeer, le fameux pivot des Pistons. Je crois qu'on avait parlé un tout petit peu au tout début du top 100 quand on essayait de voir qui aurait pu squatter les places 199-98. Moi, il était dans ma range de wildcard. J'ai tranché sur Penny Hardaway au talent pur. Au kiff aussi. Et au kiff. Bien sûr. Puis quand même, je veux dire... non, mais attends, il y a le niveau, mais c'était... En tout cas, c'est ce que tu disais pour le classement. Bilou, Bilou, je vais pas cacher mon amour pour Bilou. Mais... je le rentre pas dans le top 100, quoi. Non. Après, si certains commencent à me rentrer Bilou entre les places 90 et 100, à la place de mecs que moi j'ai mis, genre je sais plus, je crois que j'ai Dave Debuchère dans ce genre de range ou des gars comme ça. Et pourquoi pas, allons-y. Hein. Ouais, je sais plus. Je sais plus qui y avait dans ces ranges-là, mais c'est vrai qu'on aurait pu. C'est pas non plus du blasphème. Non, c'est quand on est dans les places. Une fois qu'on est rentré dans le top 50, en fait, là, on s'est dit bon bah là, ça suffit un peu les conneries. Moi, Bill Laimbeer, j'avoue que pareil, il est dans les places. Il était en discussion avec certains gars comme Marc Gasol et compagnie où je me disais genre ça pousse 110, 120. D'accord. Je dirais à peu près sur les places de monsieur Bill Laimbeer. Question suivante de Alexis Stenico qui nous demande question pour l'année prochaine entre Yao et Ralph Sampson, lequel des deux aurait pu prétendre au top 100 sans problème physique? C'est vrai qu'on a deux pivots, hein? Les deux? Oui, tout à fait, mais lequel des deux, tu vois? Yao. Alors, je l'ai trouvé plus dominant. Bah, on l'a vu plus jouer aussi, vraiment. Non, mais même de ce qu'on en sait, statistiquement parlant. Bah, Ralph Sampson est quand même en NBA, c'est pas trop ça. En NCAA, c'est quand même un des joueurs les plus dominants de sa génération. Ouais, non, mais très fort, Ralph Sampson. Qui était énorme et qui, assez rapidement, avec Hakeem Olajuwon, va en finale NBA, en fait, avec les Rockets. Avec Hakeem Olajuwon, tout à fait. Yao, il y a un côté mythique, il y a un côté 2m30, il y a un côté technique mobile par rapport à cette taille-là qui est complètement hallucinant, il y a un côté potentiel dominateur. Si pas de blessure, je veux dire Yao, si pas de blessure, tu peux tout de suite imaginer genre que peut-être il aurait pu pousser dans des domaines statistiques très très sérieux. Oui. Je sais pas si tu construis une franchise qui gagne un titre autour de Ralph Sampson. Je pense qu'autour d'un Yao qui se blesse pas. Moi, je pense que si, Ralph Sampson. Enfin, on oublie un peu. Non, mais peut-être que je me trompe. Mais moi, je dirais Yao. C'est les goûts et les couleurs. De toute façon, Yao, c'est parce qu'aussi on l'a vu plus récemment et que le matos pour Ralph Sampson, il y en a pas énormément. Mais ne pas oublier que si on prend tout en compte, quand il est arrivé, il y avait de la discussion avec. Tu vas parler avec Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton. Ralph Sampson, c'était vraiment en université, c'était une grosse dinguerie. Et la NBA, les débuts, ça va. Hein. Il est All-Star. Bien sûr, non, mais c'est excellent joueur. Hein. Ouais. Donc, c'est les goûts et les couleurs. Si vous avez mis Yao, mettez Yao. Mais en tout cas, aucun des deux ne craque le top 100. Et c'est un peu des what if, quoi. Bah ouais. C'est comme ça, malheureusement, dans l'histoire de la NBA. Autre question. Selon vous, lequel des deux est le plus proche du top 100 et par conséquence le plus fort entre Shawn Kemp et Amar'e Stoudemire? C'est une bonne question. Bonne question. Peut-être Shawn Kemp quand même. Puisqu'il c'est 50-50. Il est allé en finale NBA, Shawn Kemp, en lieutenant. Ouais, voilà. Mais Stoudemire était aussi quelque part un peu le lieutenant du MVP Steve Nash, quand même. Oui, tout à fait. Mais j'ai bien aimé Amar'e Stoudemire New York. Avant qu'il y ait Melo qui débarque et tout, y aller en ski smart. Parce qu'Amar'e Stoudemire New York, hello, on est dans la discussion du MVP. Et Amar'e, j'aurais bien aimé. C'était mon joueur sur Touquet. Ah bah. Je prenais Stoudemire. Bah alors lui, et en plus, attends, Léon c'est ton joueur sur Touquet? Ah oui. Mais. Ouais, mais. C'est un joueur des Suns, donc Shawn Kemp, il a l'avantage d'être allé en finale et tout. Stoudemire, il a l'avantage, peut-être, je pense. Offensivement, il a un pic plus haut quand même. Un poil? Ouais, quand même. Un poil plus haut. Défensivement, c'est le même genre de joueur. C'est-à-dire, c'est pas ouf défensivement, mais c'est tellement des athlètes de malade que t'as quand même des saisons à 2 contre par match. En tout cas, chez Stoudemire, il y en a. Ouais. Après, Stoudemire, tu vois, on dit offensivement, le pic est plus haut. Après, il avait quand même un meneur comme Steve Nash. C'est pas pour faire offense à Gary Payton. Je pense que Steve Nash met encore plus en valeur ce genre de mec. Tu vois, genre, dans le système d'Anthony et tout. Oui, je pense que c'est le système d'Anthony aussi. Je pense que c'est vraiment très kiff-kiff. Si je devais choisir, je finirais sûrement par mettre Amar'e. Ouais, c'est Amar'e. C'est Amar'e plus haut. Et puis on a souvent cette image de... Une fois que le lockout s'est ramené autour de Shawn Kemp, on a fait genre... Ah, tiens, on a vu un peu, quand même, à Cleveland, il a continué à être All-Star, mais sinon,
ça a vite chuté, quoi. La fin Amarré, les extincteurs, tout ça. Ouais, tout à fait. Mais il y avait quand même, on a au moins vu ce qu'il donnait quand il était solo à New York. Ouais, on l'a vu pendant 6 mois. Et il y avait des perspectives, on s'est dit, genre, putain, ok, il fait partie des gros cracks de. Il a dépoussiéré un record de Pat Ewing et tout, 8 matchs de suite à plus de 30 points. Non, c'était fou. C'était une dinguerie. Moi, je prends Amarré. Le buzzer beater contre les Celtics juste après le buzzer là. C'est annulé. Ouais. Oh là là, c'est dinguerie ce match. C'est annulé, ça ne compte pas. Ouais. Désolé pour la table de marque du Madison Square Garden. Amaré ou Sean Kemp, vous dites qui vous préférez. Question suivante de JMR G22. Question, un classement des meilleurs coachs all-time, il existe ? Il existe. Il est peut-être un peu daté maintenant. Ouais, pour les coachs, il y a quand même des bases sérieuses. Après, il y a peut-être quelques coachs récents, notamment un blond du côté de Golden State qui pourrait peut-être venir taquiner ce genre de discussion. Oui, mais je veux dire, sur le haut du panier, on était entre du Phil Jackson, du Popovich, avec du Riley, du Chuck Daly ou des gars comme ça pas loin. Mm-hmm. Ça va pas non plus tellement être chamboulé, ça. Hein. Non. Alors, le mec qui va déloger Phil Jackson de tout en haut, il est pas né quand même encore. Hein, il est pas encore né, ou alors il est encore né, il arrive très très vite. Mais on va suivre. Doucement avec Nick Nurse. Hein. Tout à fait. J'allais dire, on va aussi suivre un copain au Canada, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, vous pouvez le regarder. Attention, il est bien daté, quoi. Donc, il y a des places qui ne bougent pas, il y en a d'autres où peut-être que... Il y a une base qui existe. Si nous, il y a des choses qui ont évolué sur ce top 100 par rapport à nos top 10 all-time, j'imagine que sur le top des coachs... sur les coachs, c'est possible aussi, tout à fait. La question suivante, c'est celle de François Lejeune, c'est la dernière. C'est moi ou Moses Malone n'est toujours pas tombé. Surprenant. Surprenant on n'est que à 21, gars. Mais quelque part... Pas surprenant d'avoir beaucoup de gens aussi, vu qu'on va en parler par la suite, de Moses Malone dans les sous-côtés de l'histoire de la NBA. Ah ouais. Après, je préfère être clair, sortir Moses Malone du top 20 n'a jamais été une option pour moi. Ah non. Du tout. Non, on verra par la suite. Du tout. On verra exactement à quelle position il est. Hein? Parce que comme on en a déjà parlé, il reste un paquet de pivots à caser là. Il reste quelques intérieurs. Un jeu de pivots là. Il reste quelques intérieurs et puis aussi et même Moses si en fait partie. Bien sûr. Et puis vu comme vous le savez, nos arguments sont extrêmement clairs chaque semaine et que ça ne bouge pas du tout. Ça bouge pas. C'est toujours très très carré. Et Moses, si vous regardez un petit peu tout ce dont on a pu parler, ça coche quelques cases. Il coche un paquet de cases. Oh, ça va. Ouais. Mais il y a de la concurrence. Ouais, c'est clair. Non, nous sommes d'accord. Et sur ce, on va peut-être enfiler une petite place. Sur ce, à table, messieurs, dames, vous le savez, là c'est Alex qui tape dans ses mains, donc du coup mon cher Léonce, c'est moi qui vais taper dans les mains pour montrer le tableau. Léonce, voici le tableau d'Alex avec les places 100 à 22. Oh putain. Alors comme ça on n'est pas d'accord. Dwayne Wade, où est-ce qu'on le met? Je ne sais pas. Et voici du coup mon tableau. Voilà. Objectivité totale. Exactement. Vous le savez. Hashtag argument fanboy. Ciselé. Hashtag fanboy. Alex, ceci est une tablette. Ceci est un stylo. Tu vas pouvoir marquer l'histoire sur cet objet. Faites-le vous aussi. On 21, c'est le dernier joueur hors top 20. Qui ne va pas rentrer dans le top 1? Nom de Dieu. N'hésitez pas comme d'hab évidemment à le faire vous aussi et à le partager. On va devoir taper dans les arguments. Merde. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Ah, ça se trompe même d'orthographe? Ça va. On n'est pas dans la merde. Monsieur John Stockton tombe en 21. Ah, toi Robinson, il fait pas le top 20, toi? Non, David Robinson, il tombe maintenant. D'accord. Tu l'avais mis en combien? 26. 26, un truc comme ça, ouais. Je crois 26. Et John Stockton, je l'ai mis, je crois, la semaine dernière, aux côtés de notre ami Isaiah Thomas. Régale-toi, je t'en prie, John Stockton. John Stockton ne fait pas le top 20 chez moi, ne fait pas le top 20 chez toi non plus d'ailleurs, non. Puisque tu l'as mis la semaine dernière en 22 ou 23, je sais plus. Ouais. J'imagine quelque chose comme ça. Ouais. T'en as très bien parlé, on peut en reparler un petit peu. Il a 2 records que je qualifierais de sorte de records absolus, c'est-à-dire que 15 000 passes... pour faire 15 000 passes, donc John Stockton a été 9 fois de suite meilleur passeur de la ligue, dont 5 ou 6 fois de suite à 13 ou 14 passes de moyenne à la saison. C'est une stat qui n'existe plus aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, quand un mec tourne à 10 et demi, 11 passes d'est, déjà on fait tous des yeux comme ça, et deuxièmement, il est meilleur passeur de la ligue. Bah oui. Point barre. Non, comme on avait dit, c'était monté jusqu'à 14 et demi, je crois. Comme ça. Ouais. Interception, il en a 3200 et des bananes. Le deuxième, c'est Jason Kidd, il en a genre 600 de moins.
C'est énorme, 600 interceptions. Quand tu fais 200 interceptions dans une saison, t'es un grand malade. Enfin, t'es déjà très sérieux, tu vois. Parce que t'as joué 81 matchs et t'en as fait 2,5 par match. C'est énorme déjà. Donc ça veut dire qu'il faut faire 3 saisons comme ça. Il y a 3 saisons comme ça d'écart avec son dauphin. Non, faut aller le chercher. Voilà. Sur ces records-là, tu peux pas. Donc en fait, tout ça, c'est pour... Ça illustre, je sais que c'est peut-être juste des chiffres, mais en fait, ça illustre quelque chose de fondamental dans John Stockton dont tu nous as parlé, c'est longévité associée à régularité au top niveau. Rate pas de match, tout le temps présent, niveau technique impeccable, niveau physique, endurance, donc très peu de blessures parce que rate pas de match et tout. Ensuite... pourquoi je le mets pas plus haut, du coup on va me dire parce que le palmarès individuel est pas si fourni que ça finalement. C'est-à-dire il est évidemment le passeur le plus prolifique, l'intercepteur le plus prolifique de tous les temps. C'est quand même déjà du lourd dans un CV. Mais à côté de ça, il y a pas de titre, je crois que ça on l'avait bien, ça. Ça marque d'ailleurs beaucoup de gens, ça, je poserai la question après. Il y a pas de titre, quelque part il est que 10 fois All-Star. Quand on arrive à ce niveau-là, ça commence à être genre entre guillemets un minimum. C'est trop peu là. Il y a des All Defensive Team, il y a 2 finales NBA évidemment, notamment en 97 où on oublie aussi de mentionner un aspect de John Stockton, c'est qu'il a été très clutch à plusieurs reprises dans sa carrière, et notamment en 97, si je dis pas de bêtises, les finales de conf contre Houston, il y a quand même un petit shoot à 3 points pour finir une série, c'est un game winner buzzer beater. Il y a du choke aussi. Il y a aussi du choke, bien sûr. De toute façon, sinon, il aurait eu un titre. Peut-être, s'il n'y avait pas de choke, évidemment. Mais bon, quel joueur n'a jamais rien de choke ? Exactement. Voilà, on va essayer d'en trouver. Lui, le problème, c'est, pour moi, c'est que il y a la présence de Malone, donc on a mis ni l'un ni l'autre pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on met Malone. Il y a 2 Malone dans le top 20 ? Un peu devant notre ami Stockton. Je parle de Karl là, pas de Moses évidemment. Parce que est-ce que John Stockton était vraiment un franchise player ? Peut-être. Est-ce que John Stockton était plutôt un co-franchise player qui était trop dans l'ombre et qui du coup il manque des choses dans son palmarès, il manque des choses dans son armoire à trophées pour que je puisse le mettre plus haut et surtout le mettre devant d'autres meneurs que j'ai encore à citer là et que je mets automatiquement devant. Sur ce, je vais boire un petit peu dans ma tasse. Je t'en prie. Voilà. Le running gag était prêt. Devant d'autres meneurs qui vont être un peu plus haut, tout à fait. Un peu, après, tu vois, on est dans le top 20, donc les ranges commencent à se serrer. Quand tu as 2 places d'écart et qu'on est sur un désaccord, c'est plutôt l'un qui est devant l'autre. C'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que John Stockton, donc là on a fait le tour complet, il y a pas mal de gens, j'avais vu, qui réagissaient en se disant « Mais attendez, je comprends pas. Vous mettez John Stockton là, alors qu'un mec comme Pippen, par exemple, il a eu plus de bagues, il est plus complet, nanani, nanana. » Et ça a été une question qui peut être légitime. Je pense qu'on est d'accord sur le côté longévité et ses records, quoi. C'est des trucs c'est des piliers de l'histoire de la NBA, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. C'est un peu chaud. Et peut-être que si le coéquipier de John Stockton, ça avait été Michael Jordan et pas Karl Malone, peut-être qu'on parlerait différemment de John Stockton. Ouais. Peut-être. Tout à fait, non mais c'est toujours le coup de la... Et en plus, c'est toujours, comme tu le disais tout à l'heure, le coup de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire, est-ce que c'est Malone, est-ce que c'est Stockton, est-ce que c'est un co-franchise, ou est-ce que c'est lui qui aurait dû être plus responsabilisé à Utah ? C'est ce qui fait qu'en tout cas, il gratte pas le top 20 et c'est honnête, c'est ce qu'il faut. Il est là, 21, pile poil. Dream Team, total. Donc toi, tu nous as mis Robinson. Donc pour toi, David Robinson, t'as préparé ton argumentaire ? Bien sûr. Ça va prendre des plombes. Ah bah alors là, vous êtes pas prêts. Attends. Je récapitule. Pour toi, David Robinson est devant Charles Barkley. Oui. Est devant Scottie Pippen. Oui. Et est devant John Stockton. Oui. Et est devant Isaiah Thomas. Mm-hmm. Oh putain. D'accord. Bon, bah vas-y, explique. Et allez-y, si vous voulez, sur la phrase d'Alex, reprenez, explique, séquencez, il n'y a pas de problème, bien sûr, j'arrive. Bon, déjà, le premier argument, c'est que pour ceux qui veulent attendre de l'objectivité, vous êtes tombé sur la mauvaise chaîne. Un top 100, c'est subjectif, donc votre top 100, c'est votre top 100. Le mien, c'est le mien, et donc oui, en effet, il y a peut-être un peu de fanboy, forcément.
On l'avait vu sur Manu Ginobili, sur certains gars. Donc sur Manu Ginobili, ça s'est pas vu. Ah non, pas du tout. Monsieur David Robinson, tu en as très très bien parlé sur le côté phénomène athlétique. Bon, ça, il n'y a pas à revenir là-dessus. Freak. C'est un freak, il est encore dans le top 10 des athlètes all-time. Je pense que là-dessus, on n'a pas trop bougé. Top 5, non, même. Et je crois qu'on a dû le mettre top 5, ouais, tout à fait. Enfin, je veux dire, vitesse, détente, muscle, agilité, la totale. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais donc, si je reprends les choses, je voulais remettre un petit peu les choses à leur place. Je me marre parce que je sais pas si on la voit à l'écran, mais l'autre, il a une feuille A4. Quoi. J'en ai 2. Je préfère être très clair. L'autre, il a imprimé son argumentaire ce matin. Il a fait oh putain, oui. Non, je l'ai imprimé. Il y a un top 100, il faut que j'imprime mon argumentaire. Je l'ai imprimé déjà il y a une semaine et je voulais juste revoir certains points. Il a retravaillé un peu. Ouais, tout à fait. Non, on oublie souvent. Bon, évidemment, il y a plein de choses qu'on oublie dans la carrière de David Robinson, sur certains thèmes sur lesquels je reviens d'ailleurs. Quand il arrive en NBA, c'est donc un rookie qui a fait donc la Navy. Il est vieux un peu. Tout à fait, il est un peu vieux. Il a 24 24 ans, un truc comme ça qui arrive. D'ailleurs, en termes de nombre de matchs, je crois que c'est ce que j'avais dit la dernière fois, le nombre de matchs est à peu près équivalent avec Isaiah Thomas en carrière. C'est 940, trucs comme ça. Le prime n'est pas très très long. La saison rookie de David Robinson, c'est une saison de rookie unanime, rookie de l'année. Ils sont que 4 à l'avoir fait dans l'histoire, pour une raison assez simple, c'est parce que quand il débarque, on a déjà nos 20 points, 10 rebonds, 2 comptes, enfin je veux dire, la puissance de David Robinson est assez folle. Les Spurs sont mauvais sur la deuxième partie des années 80. C'est une franchise qui fait, entre 20 et 35 victoires. Ouais. Ils ont un peu plus que 20 victoires quand même, mais ils sont pas très très bons. Et en fait, quand David Robinson débarque, on a le plus gros turnaround de l'histoire de la NBA. C'est-à-dire qu'on passe de 21 victoires à 56. Je remets juste le contexte. Imaginons dans la NBA actuelle, un rookie qui débarque, aux Cavs, aux Knicks, etc., et qui fait gagner plus 35 matchs. Ah, c'est énorme. C'est énorme. On n'a que 2 plus gros turnarounds dans l'histoire, celui de Duncan avec les Spurs en 97 et celui des Celtics en 2008 avec Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce. C'est pas vraiment des rookies. Tout à fait. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait des rookies. Il est d'ailleurs 6ème du classement MVP lors de sa saison rookie David Robinson. Bon, ça c'est cadeau. Un thème qui est intéressant et que tu avais souligné, c'était ne pas réussir à faire des gros matchs, ou pas assez, je crois. C'est pas ça que j'avais dit, c'était son leadership pour vraiment... Oui. Quand ça compte vraiment. Je vais y venir. Faire gagner quand ça compte vraiment. Tout à fait. Le premier tour des playoffs en carrière, on est donc sur un sweep des Nuggets avec une première fournée à 28 points, 14 rebonds et 4 comptes de moyenne. Tu fais une GVNL sur David Robinson. Ah mais t'inquiète pas, j'ai prévu en fait. Et ensuite on est en demi-finale de conférence face aux Blazers qui vont être en finale NBA si je peux me permettre. Et donc quand notamment les Spurs sont menés 3-2, on est sur un petit match à 24 points, 13 rebonds, 3 passes et 6 contres pour forcer un Game 7. Ce qui est oublié en fait dans l'histoire parce que ça Thierry ils la perdent. Ouais. Non mais forcément. Mais il y a quelques matchs qui sont assez bons. Personne n'a dit. Ah mais non mais en fait c'est les matchs qui sont importants. C'est ça qui je crois m'avait un peu marqué sur le côté quand il y avait Barclay par rapport à David Robinson. Ouais. C'était comme si on oubliait que David Robinson avait fait des gros matchs en play-off. Ok, ouais. Dès la saison rookie, il y a ça. Ouais. Lorsque la carrière elle se suit, on a donc le titre de MVP dont tu as parlé en 1995. Si on prend après le reste en détail, il est aussi 2e en 96, 2e en 94, 3e en 91 et 3e en 92. Donc sur les 6-7 premières saisons en carrière de David Robinson... C'est son prime quoi, il est tout le temps là. C'est ça, il est tout le temps là. Sur les 7 premières saisons, il est quasiment top 5 MVP. Ce qui sera à peu près la même pour le titre de défenseur de l'année, puisque comme tu l'as dit, il est défenseur de l'année en 92, il est 2e en 91, 2e en 93, 2e en 94, 4e en 95 et 4e en 96. Donc de 89 à 96, sur ce prime qui n'est pas très très long, on est sur un joueur qui est tout le temps top 5, soit MVP, soit défenseur. C'est un joueur dominant. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça que tu es en train d'illustrer. Ah oui, un joueur dominant. Ah mais c'est un joueur dominant, tout à fait. Et après, en effet, on va pouvoir parler de play-off. Mais c'est juste que quand je voyais notamment ça, on voyait avec le contexte Giannis, on disait est-ce qu'il peut y arriver, défenseur de l'année et MVP. C'est quelque chose que donc Hakeem Olajuwon, Michael Jordan et David Robinson ont réussi. La même année ? Non. Il y a Kevin Garnett qui l'a fait comme David Robinson, c'est-à-dire à des années séparées. Voilà, et il y a Hakeem et Michael qui l'ont fait la même année. Qui l'ont fait la même année, et à voir avec Giannis justement, normalement, si c'est confirmé. À voir. Je sais plus si tu l'avais mentionné, mais je remets juste les quelques joueurs qui ont mis 70 points dans un match en carrière, puisqu'il a mis 71 points. Will Chamberlain, Kobe, Elgin Baylor, Devin Booker, David Thompson. Bah ouais, mais... Oui. C'est bien, c'est super. Après, là, pour le coup, toi, t'aimes bien parler du contexte. Tu vois, c'est un dernier match de régulière et tout. Ouais. Mais c'est des matchs qui comptent, parce qu'on garde le chiffre, on dit putain, il a mis 70 points. Mais
Ah non mais attends, le match, non mais moi je fais que balancer des... Comme pour Devin Booker, honnêtement, tu vois, pourtant j'ai beau être fan des Suns, ce match-là pour moi... Bien sûr. Non mais c'est juste en fait pour étayer le fait que David Robinson a fait des grandes choses. Et en effet, sur les playoffs, on va pouvoir y revenir. Le quadruple-double, j'ai remarqué d'ailleurs, le quadruple-double, il est contre les Pistons d'Isaiah Thomas. C'est assez marrant. 34 points, 10 rebonds, 10 passes et 10 contre. Bon, c'est un match... C'est un match random de saison régulière. C'est quand même un quadruple-double. Mais c'est quand même un quadruple-double. Non, ça montre la polyvalence du mec. Tout à fait. Et en personne ne conteste ça. Ah mais non, mais c'est pas... En fait, c'est quand je faisais à peu près les clubs derrière. Et le fait qu'on avait le groupe des MVP, défenseurs de l'année, meilleurs scoreurs de la NBA et meilleurs contreurs de la NBA dans leur carrière. Le groupe il est pas très très grand puisqu'en fait il est seul, et après si on enlève contreur il y a Michael Jordan, et si on enlève après meilleur scoreur c'est donc les Giannis, etc. Donc en fait oui il est dominant. En fait le thème moi qui m'a surtout marqué c'est en quoi le leadership est remis en question pour David Robinson. Bah tout aussi fort. Est-ce que c'est l'agressivité en fait? Ça fait partie d'une facette de sa personnalité qui est une qualité dans certaines situations et qui peut être un défaut dans d'autres. Mm-hmm. C'est difficile à jauger. Tu vois, moi je pense que c'est une qualité dans le côté genre coéquipier. Je pense que c'était un super coéquipier, hyper respectueux de plein de choses. Je pense de temps en temps un peu trop respectueux de l'adversaire. Mm-hmm. Tu vois, et que de temps en temps un leader, il doit rentrer dans la bouche de tout ce qui bouge, voir secouer le cul aussi de ses coéquipiers et être un peu plus méchant. Ça fait partie du côté alpha male leader. Je ne mets pas David Robinson dans cette catégorie perso. J'entends bien. Je ne mets pas. J'entends bien. À ce moment-là, c'est juste... pour ça que je l'ai un peu baissé par rapport à toi. Enfin, et j'entends bien. Et j'entends bien. C'est juste que quand ça, je le remarque par rapport à David Robinson, le côté nice guy, c'est qu'est-ce qu'on va dire concernant les Duncan, Abdul-Jabbar, Olajuwon ou d'autres qui sont aussi plutôt des nice guys en fait. C'est des nice guys avec des tonnes de bagues en tant que franchise player par contre. Oui. Ah bah Robinson, s'il avait une tonne de bagues en tant que franchise player, je serais bien obligé de me dire bon, il est un peu trop nice guy à mon goût, mais putain ça gagne. Tout à fait. C'est pas le cas de David Robinson. Bien désolé. sûr. Tout à fait. Toi, et c'est comme Pippen dans ce cas-là. Pippen il a 6 bagues, mais personne va dire ah ouais il aurait pu les avoir s'il avait été lui-même. Non mais tu vois, s'il avait pas été dans une position de lieutenant et tout. Non. Tout à fait. On peut pas dire ça. Mais quand Pippen a été mentionné, on était là genre on aurait bien aimé voir ce que ça donnait s'il était solo. On aurait bien parce aimé. que Robinson on l'a vu. Bien sûr. Il l'a été. Bien sûr. Bon, peut-être avec un supporting cast pas non plus de dingue et de ouf. J'allais y venir. Mais bon, ça passe pas les demi-de-conf, quoi. Enfin, si ça passe, ça va une fois en finale de conf. Pour se faire défoncer par Hakim alors qu'il était MVP, tu vois, typique. Et on ne peut pas lui enlever ça. Hakim qui était méchant. Et on ne peut pas lui enlever ça, le fait que Hakim est arrivé. D'ailleurs, si je peux me permettre, ça arrive à plein de gens de prendre des mixtapes par des joueurs qui sont peut-être top 15 all-time à vérifier pour Hakim. Bien sûr, tu vas prendre des mixtapes par Hakim, sauf que là, il prend, c'est vraiment d'une saleté immonde, quoi. C'est énorme, c'est en finale de conférence et c'est clair et net que là-dessus, tu peux pas enlever ça du palmarès de David Robinson. En fait, c'est sur ce sujet de l'agressivité, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on lui disait parce que t'as pas été plus méchant que ça, du coup t'es pas un bon leader. Mais je sais pas si ça se définit comme ça en fait. En fait, ouais mais non, parce que là tu interprètes. Moi je te dis l'agressivité c'est un facteur. Ça aurait peut-être été le facteur bien déclenchant pour David Robinson. Mais je trouve que tout seul, en tant que patron, bah ouais, il y a des régulières de fou. Bien sûr qu'il y a des stats de fou comme tu les as décrites, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là dans la course au défenseur de l'année ou dans la course au MVP et de temps en temps, enfin une fois, il choque, à chaque fois parmi les meilleurs joueurs. Il choque le trophée, il est tout le temps là en régulière. Et en play-off, bah ça se traduit pas des masses quoi. C'est demi-finale souvent, une fois en finale de conf. Une fois en finale de conf, c'est tout. J'entends très bien. Et après donc, c'est pour ça que quand tu parlais de supporting cast, c'est ça qui fait que je remets en cause son leadership. Voilà. Bien sûr. Et c'est pour ça que aussi je pose la question derrière, c'est premièrement est-ce qu'on est capable de dire qui sont les meilleurs coéquipiers de l'histoire de David Robinson avant Duncan? Est-ce qu'on peut citer les meilleurs coéquipiers de David Robinson? Bon, je sais pas, c'est Sean Elliott. Pas top 100. Ah bah non. Oh, mais je pense pas qu'il ait de coéquipier top 100. Hein. Bah il y en a un seul, c'est Dennis Rodman pendant une saison. Ouais, c'est vrai. Qui fait des grosses saisons d'ailleurs, Rodman à côté. Qui est coéquipier de Isaiah Thomas aussi. C'est une grosse raquette. Tout à fait. Et c'est là-dessus qu'il devient une grosse raquette qui va en demi-de-conf et en finale de conf contre la Juan. Et parce qu'il y a la nastiness de Dennis Rodman qui fait un peu genre vas-y on va te rentrer dedans, ça suffit la paroisse. Là-dessus il n'y a pas de problème. Mais quand je vois ça, c'est que si on a été linéaire vis-à-vis de pas forcément Barkley, mais Pat Ewing. Barkley, c'est quoi les coéquipiers top 100 qu'il a pour l'emmener en finale? Bah Barkley, les coéquipiers top 100 qu'il emmène en finale NBA, Barkley. Il y en a pas top 100, il y en a pas top 100 et par contre il y a du All-Star. Ouais. On a donc Dan Majerle. Ah oui, il y a Kevin Johnson et Tom Chambers, ça a été plusieurs fois All-Star. David Robinson, j'en ai pas en fait.
je veux dire, Sean Elliott a été une fois All-Star, mais les coéquipiers juste de David Robinson, c'est quoi? Ouais, mais... Et donc, derrière, quand tu te situes sur un joueur aussi fort, et c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut, tu vois, mais c'est que derrière, est-ce que, par exemple, on sait combien de coachs a eu David Robinson sur ses 7 premières saisons NBA? Non, je sais rien, je m'en fous. Ok, très bien, mais c'est juste qu'il y a une différence entre un Chuck Daly, par exemple, que tu as eu en tant que coach une bonne partie de ta carrière, qui fait, si je dis pas de bêtises, partie du top 5, 6 de nos coachs all-time. Il y a 5 entraîneurs pour David Robinson. C'est une franchise San Antonio qui est instable, en fait, avant qu'il débarque. Écoute. Et ça fait partie, et je suis d'accord que ça fait partie du classement, du fait qu'on doit prendre ça, que parfois il y a de la chance et de la malchance, et donc on peut pas le mettre plus haut. Mais intrinsèquement, sur un playground, je prends David Robinson par rapport à Isaiah Thomas, et je trouve qu'on respecte pas sur la un malchance. Playground peut-être, mais pour aller gagner un titre, pas moi. Voilà. Sur un playground, je suis d'accord. David Robinson, il fait de l'ombre même. Et même entre Michael Jordan et David Robinson, tu peux dire, je sais pas, sur un playground. Non, j'exagère, je fais de la provoque exprès, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et si tu prends le talent intrinsèque pur. Très bien. Et si tu prends le talent pur de David Robinson et que tu mets dans une situation plutôt stable comme celle des Pistons, avec un vrai coach, je ne sais pas si David Robinson deviendrait le bon leader. Je ne sais pas. Du coup, je peux pas le mettre plus haut. J'en sais rien en fait. Mais bien sûr. Je peux pas. Sincèrement, j'y crois pas trop en fait. Voilà. Je doute pas de son talent, je doute pas de sa valeur intrinsèque, mais je sais pas si c'est le mec que t'as envie d'avoir en numéro 1 pour gagner des titres. Voilà. Je pense pas que ce soit forcément... Mais j'entends bien. Et je comprends ce qu'il y a aussi autour du leadership d'Isaiah Thomas. Mais je peux pas juste m'arrêter à ça. C'est pas valable que pour Isaiah Thomas, tu vois, même Barclay, je l'ai mis juste devant à cause de ça. Hein. Bah Barclay, je t'avoue que je comprenais pas trop parce que même si Barclay... Après, ils sont vraiment collés dans mon classement. Oui, voilà, ils sont collés. Mais tu vois, c'est par exemple, sur les éléments de la greatness, dont on avait pu parler dans d'autres épisodes, c'est comme si on sous-estimait le fait que quand il y a l'arrivée d'un mec comme Duncan, par exemple, en 97, il est MVP en 95, il a toute la légitimité de dire justement, genre, normalement, petit... D'accord, mais qu'est-ce qui est le mieux en termes de greatness? Est-ce que le mieux, c'est de, effectivement, comme Robinson, d'avoir cet acte de grand bonhomme, de faire, waouh, putain, le petit jeune, bah ouais, c'est à lui d'avoir les clés, tout de suite. Bien sûr. C'est la classe. Et je l'ai dit quand j'ai parlé de Robinson, Bien et sûr. je ne change pas d'avis là-dessus. Et il est, lui aussi, on l'oublie trop souvent, mais il est à l'origine de la Spurs mentality. La dynastie des Spurs, les piliers, c'est exactement, je dis pas le contraire, mais qu'est-ce qui est le plus louable? Est-ce que c'est de faire ça? Ou est-ce que c'est ce qu'a fait Barclay, c'est qu'il sort de Philadelphie, où il était un joueur dominant, mais qui gagnait pas. C'est-à-dire, ça allait quoi, en demi-de-conf au mieux, Philadelphie, on va dire... Max. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait les Pistons, les Celtics, les Bulls, il y avait du monde, quoi, c'était compliqué. Donc, à mon avis, c'est des demi-de-conf au mieux qui faisaient Barclay, quand Moses Malone s'est cassé et tout, qu'il est devenu le joueur fort de cette équipe de Philly. D'ailleurs, il n'avait pas non plus un supporting cast. À Philly il avait un supporting cast. Philly, non. Pas ouf, on va dire, pour être très poli. Non, clairement. Et donc, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est de faire ce qu'a fait Robinson en se mettant en retrait avec beaucoup de classe, ou c'est de faire ce qu'a fait Barclay quand il a débarqué à Phoenix, de faire de Phoenix la meilleure équipe de la ligue, bim, à son arrivée, et d'être MVP de la régulière et de l'emmener en finale? Non mais très bien. Tu vois, c'est fort aussi, bien sûr, c'est ça que je veux dire. Tout à fait que c'est fort, mais il a fait par exemple, c'est comme si on disait que Barclay avait fait genre 3 finales de suite. En fait, il a fait une. Ah, il en a fait qu'une. Il en a fait qu'une. Et d'ailleurs, derrière, David Robinson, ils ont rencontré aussi les Suns 2 ans plus tard, et il a retourné Barclay sur le premier tour des playoffs. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas pour dire gna du coup Barclay par rapport à David Robinson, mais c'est simplement, j'entends, et j'ai aucun problème avec les gens qui mettent Isaiah Thomas devant David Robinson. J'ai juste le sentiment. Visiblement, si. Non, c'est pas ça. C'est simplement que j'ai l'impression que dans la façon dont on va voir certains joueurs, et ça va être hyper intéressant par la suite, qu'au niveau de. Quand on a parlé pour Kevin Garnett, pour Patrick Ewing, et pour d'autres gars de tout ce qui est structure, supporting cast, il y en a qui sont aussi. Ah, il y en a qui sont moins bien lotis que d'autres. Il y en a qui sont giga moins bien lotis que d'autres. Je suis d'accord, mais c'est incontestable. Et David Robinson, on va rentrer dans la discussion de genre, wesh, avant Duncan, qu'est-ce qu'il a? Et d'ailleurs, Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, Joe Dumars, top 100, Dennis Rodman, top 100, Chuck Daly, top 5. Et je suis content pour Isaiah Thomas. Mais donc, quand je prends tous ces éléments-là, je me dis, est-ce que tu es tombé dans une bonne situation? Et il n'y a pas à revenir sur le fait que Isaiah Thomas, et que je pense que tu vas très bien en parler, quand il va tomber en 13, d'avoir réussi à dominer dans l'ère dans laquelle il a réussi à dominer. Mais je voulais juste mettre vraiment l'accent, et je pense que c'est réussi, en tout cas de mon point de vue, sur... Parlons de David Robinson, que ce soit bien en parler ou mal en parler. Mais juste, c'est en parler parce que je trouve qu'on l'oublie un peu trop dans l'histoire de la NBA. Je suis assez d'accord avec ça. Et c'est à cause de sa personnalité principalement, en fait. Eh oui, mais c'est comme ça. Sa personnalité, sans cette personnalité-là,
il aurait peut-être pas de titre parce qu'il aurait peut-être pas bien accepté un Tim Duncan. Mais aussi à cause de cette personnalité-là, on parle moins de lui, il est peut-être... Plus nice guy, alors que, en fait, entre un mec comme Barclay, tu vois, qui en effet a été dominant, mais je me dis, mais est-ce que Barclay était capable de faire ce que lui, il a fait en voyant un rookie débarquer et après il gagner le titre? Je pense pas. J'y crois pas une seconde. Non, je pense pas non plus. Et donc, est-ce que en effet... à ce moment-là, c'est très bien. Si les gens préfèrent du coup un modèle à la Barclay, ils ont le droit. Disons que ça se discute très fort. Et ça se discute fort. Moi, je prends plus le modèle à David Tu vois, Robinson. moi, je les ai mis côte à côte. Toi, je trouve que t'as mis Barclay un peu loin derrière Robinson, par exemple. Très bien. Mais bon. Ok. Tu vois, vraiment? Ah, mais bien sûr. Ok. Moi, j'avais le sentiment, en ayant pas mal suivi assez tôt les exploits de Robinson, en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser à la NBA, je me disais, mais est-ce qu'on a déjà vu ça auparavant? Et ça me fait chier parce que je pense que ce mec-là, du coup, si tu lui donnes un titre en alpha... oui, mais le problème, c'est que moi, je pense que c'est pas un alpha. Et il y en a pas. Tu penses que David Robinson n'est pas un alpha? Non, ouais. Pas dans la tête. Mais c'est pas... Tu vois, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Je pense que dans la tête, c'est pas un alpha, ouais. Ouais, je le pense, ouais. Ouais, je le pense. Très bien. On va passer à la place numéro 20. Au niveau de l'ambiance, on est comment, là? Ah bah là, de toute façon, c'est parti. Hein. Place numéro 20. Place numéro 20. Ça veut dire que c'est officiel, on rentre dans le top 20, donc qui n'a pas intégré le top 20, tu as... Chez moi, bah là, à la porte, j'ai John Stockton. Entre ça et la semaine dernière, c'était j'ai Dwayne Wade. J'ai John Stockton et Dwayne Wade à la porte. Allez. Je vais à l'aile. Moi, je reste à la main. Monsieur Oscar Robertson. T'as mis John Havlicek? Oui. C'est marrant parce que du coup, bah moi, je l'ai pas sorti encore. Alors ça, par contre, ouais, vas-y. Va jusqu'au bout. Ben oui. Et qu'alors que moi, quand on a fait, bon, il y a quelques années déjà, mais on a fait le top 10 des ailiers. J'avais mis Pippen devant Havlicek et on avait fait même une émission spéciale. Une émission spéciale, pourquoi John Havlicek est meilleur que Scottie Pippen. Ça. Et en termes de valeur intrinsèque, j'ai toujours pas changé. Par contre, en termes de greatness et de top 100, je vais avoir John Havlicek, à moins que je le sorte pas du tout, mais sinon je vais avoir John Havlicek devant Scottie Pippen et du coup devant toi. Oui. C'est quand même marrant. Ah ben bien sûr. J'ai Oscar, moi, sinon, là. Ouais, Oscar dans le top 20, je suis d'accord. Il y en a qui vont peut-être pas le mettre. Hein. De Bigot. Quand même. Oh. Statistiquement, Oscar Robertson, voilà, quoi. Hein. Donc là, vraiment, l'expression se mouiller la nuque avant d'aller voir Basketball Référence, elle est de rigueur. Ouais. Elle est vraiment de rigueur. Et de la saison rookie jusqu'à la fin. Déjà, ces 5 premières saisons, donc il a donc la fameuse saison en triple-double de moyenne avec 41 triple-doubles dans la saison. La fameuse saison le record que Westbrook a fait sauter lors de l'exercice 2016-17. Mais si tu fais les moyennes de ces 5 premières saisons en cumul, en cumul de moyenne de points, moyenne de rebonds, moyenne de passes, c'est un triple-double de moyenne sur ces 5 premières saisons. C'est les 5 ou les 4? C'est les 5 5. Ok. Sauf qu'il y en a 4 où il manque 0,2 passes ou 0,2. J'équilibre la saison suivante. Ouais, voilà. Par contre, c'est 30 points par match. Hein. C'est pas des triples-doubles de 12-10-10. Hein. C'est 30 pions par match. D'ailleurs, il a été... Ou non, j'allais dire il a été meilleur scoreur, mais peut-être pas. En tout cas, il a été 5 ou 6 fois meilleur passeur de la ligue. Il y avait 8 à l'époque. Ouais, c'était un peu chiant. C'était un peu compliqué. Et puis quand il n'y avait pas 8, il y avait genre Elgin Baylor. Enfin, attention, meilleur scoreur de la ligue, là, si tu... Si t'es pas à 35... Tu tapes pas les 35 lol, qu'est-ce que tu fais? 35, t'es podium. Ouais, c'est ça, ouais, tu es peut-être top 5, ouais. Donc, scoreur énorme, très dominant physiquement pour son poste pour l'époque. C'est-à-dire qu'Oscar Robertson, à l'époque, il joue meneur, mais il fait 1m96. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment un côté Westbrookien, même si quand tu regardes les images ça donne pas le même effet, mais il y a vraiment un côté genre je suis costaud, je suis grand, je suis athlétique, un bon jumper, excellent passeur, gros rebondeur pour son poste, hein, je pense que vous l'aurez compris au vu des stats. Il est médaille d'or olympique au JO de 1960. Une des meilleures équipes de tous les temps, allez voir le roster. Le roster est un petit peu sale, c'est-à-dire que la raquette est un peu chargée ou c'est moi? Même les extérieurs et tout, enfin bon bref. Allez voir le roster, il est assez sérieux. À l'époque ce sont les amateurs, hein, pour rappel. Ouais, c'est vrai, tout à fait, c'est juste avant d'entrer en NBA, puisque Oscar après il rentre en NBA, il est rookie de l'année. Il a été MVP une fois dans son passage Cincinnati de saison régulière, donc en 60, je sais plus combien, enfin en tout cas quand il jouait à Cincinnati.
président de l'association des joueurs, j'en parle quand même rapidement, parce qu'il faut quand même savoir que non seulement le monsieur, il a un palmarès somme toute très correct de joueurs, puisqu'il y a quand même le titre en 71, même si c'est pas lui le franchise player, hein. Il est un peu vieillot, puis il y a un certain Lou, pas L-O-U-P, hein, L-E-W, Alcindor à côté de lui qui est un petit peu sale, hein, un petit peu le sophomore qui se voit, on va dire. Donc forcément ça aide à gagner un titre. Mais dans le même temps, au début des années 70, Oscar Robertson est le président de l'association des joueurs. Et il fait partie, et c'est assez intéressant d'en parler, c'est marrant que ça tombe sur cet épisode-là du Top 100 avec tout ce qui se passe en NBA ces temps-ci. C'est qu'à l'époque, Oscar Robertson, il y a une lawsuit, donc une action en justice qui porte son nom, qui était faite contre la merger, la fusion entre la ABA et la NBA. Et Oscar Robertson versus NBA. Et l'objectif de cette lawsuit engagée par l'association des joueurs au nom d'Oscar Robertson, qui était donc le président, l'objectif c'était d'empêcher la fusion et tout. Bon, ça, un jour, on vous présentera plus en détail tout ça. Mais sur fond de faire gagner des droits aux joueurs, notamment aux agents libres, notamment au moment des joueurs draftés. La free agency, c'est Oscar. Hein. En gros, c'est un mec qui, au niveau social, a eu une importance absolument énorme. On n'en parle pas assez. Alors qu'il était encore joueur. Donc je sais pas si c'est un peu le pendant de Chris Paul qui est aujourd'hui le président de l'association des joueurs. Je souhaite à Chris Paul d'avoir un impact sociétal aussi fort. Ouais, et des stats aussi fortes aussi. Voilà. Exactement, puis peut-être un titre aussi, parce qu'Oscar, il a son titre, lui. C'est ça. Parce qu'il fait qu'ils ont quelques places. Au moment où on parle, et au moment où on fait cette vidéo, parce qu'on va être très prudent avec Chris Paul n'a pas de bac. On sait jamais. Voilà. On avait fait un tir de boulette, on avait dit qu'il y avait un titre. Malgré tout ça, je le rentre dans mon top 20, il est 20e, mais j'aurais eu besoin de meilleure perf d'Oscar Robertson en tant que franchise player. Je pense qu'il avait le côté alpha, le côté dominant, le côté je tire une équipe et tout, mais il avait certainement pas le supporting cast qu'il fallait au Cincinnati Royals. Ouais. C'est clair. Mais en attendant, il a vraiment pas trop de résultats, quoi. Bien sûr. C'est moche. Ça se gagne à plusieurs, c'est vrai. Et dans une NBA où pourtant il y avait qu'un seul tour vite fait avant d'aller en finale de conf ou en finale NBA et tout, où ça aurait potentiellement pu être jouable. Alors après on va me dire bah oui, mais il y avait Wilt Chamberlain, il y avait les Celtics de Bill Russell. Ah, c'est clair que c'était compliqué à l'époque. Mais il n'y a pas réussi. Et du coup, quand je l'ai mis en relief par rapport à peut-être John Havlicek que tu as sur ta tablette ou à d'autres joueurs comme ça. Finalement, son titre, c'est bien, il l'a, mais il n'est pas si décisif que ça. Pour moi, il n'a pas une si grande... Je sais pas qu'il n'a pas de valeur, mais il n'a pas une si grande influence que ça pour moi dans le classement. De la façon dont je classe Oscar Robertson... Tu vas pas dire que sa bague est un élément qui le fait pusher, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire que... Il l'a. Tu vois, c'est un peu comme Gary Payton. Gary Payton, il a une bague. Bon... C'est pas ça qui va... Si Gary Payton, il avait eu la bague avec les Sonics en 96, en mode je suis le meilleur et tout, là, putain, ça n'a pas du tout le même impact. C'est pas la même. Ce qui veut pas dire que Oscar Robertson sur le titre 71, c'est Gary Payton à Miami, qu'on soit très clair. Non, il a encore... Le rôle et la production... Non, il a encore une production tout à fait honnête. Bien sûr, et même c'est une des meilleures saisons de tous les temps, les Bucks des années 70, parce qu'en fait, ils ont Oscar. Ils ont Lou Alcindor. Tout à fait, ils ont Lou Alcindor. Et quand tu lui mets un one-two punch comme ça avec qui fait un big... Non mais tu peux rien faire. Non mais bien sûr, et Oscar s'est complètement fondu dans le rôle et il a assumé son rôle de vet, expérience et tout. Cette bague, il l'a gagnée. Il n'était pas en bout de banc, il n'était pas en mode ring chaser. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Juste, c'était pas lui le boss de l'équipe. C'est tout. Et donc du coup, c'est-à-dire que dans mon top 20 là, déjà des mecs sans bague. Bon, peut y en avoir, mais c'est parce qu'il y a vraiment autre chose vraiment de très très lourd autour. Il en reste quelques-uns. Et sinon, les bagues, c'est des boss. C'est des boss. Et donc Oscar, c'est pour ça qu'il est entre guillemets que 20e, ça va, il est 20e d'un top 100. Enfin, je veux dire, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'expliquer, mais t'es fou. J'ai vu beaucoup de gens, genre Oscar, il est top 10 ou quasi... parce que triple-double, parce que plein de choses et tout. J'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, dans mon top 20, par rapport à la lignée de critères qu'on essaye de tenir
Parce que c'est pas toujours évident. Oh putain. Depuis le début, c'est à peu près là qu'il atterrit. C'est 20ème, Oscar Robertson. On verra où Bastien va le mettre. Ça arrive, mais en tout cas, ça suit. Je crois que quand on avait fait le top 10 des meneurs all-time, c'est marrant, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Je crois que du coup, oui, non, toi... J'avais peut-être, entre Stockton et Oscar Robertson, je sais pas comment j'avais jaugé. Peut-être que tu as switché peut-être l'un et l'autre, et c'était avec les et moi c'était avec les meneurs. On l'a fait en 2015, mais c'est ça, bien sûr. Des meneurs. Bien sûr. Et moi, il y a quand même un meneur qui est venu foutre la merde déjà. Il y a eu 2-3 décalages au niveau des places. Et moi, je crois que c'était pareil sur les meneurs, puisque ceux qui l'ont vu la semaine dernière, Isaiah est passé devant John Stockton quand même. Pas déconner. Faut pas déconner, putain. Les fans des 3. Monsieur John Havlicek. 23 bagues. Non, il en a combien? Il a 8. Il n'y a que 2 joueurs qui ont plus de bagues que John Havlicek. Sam Jones et Bill Russell. Il a 8 bagues, monsieur John Havlicek, le joueur le plus complet que Bill Robinson... n'importe quoi. Que Bill Russell a vu de sa carrière, selon ses propres propos. Ça, après, on le sait, c'est la Celtics Nation. Oui, bien sûr, mais bon, tu sais, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Mais renseignez-vous sur les propos qui sont tenus par les adversaires de John Havlicek, parce que par contre, en termes de carrière, c'est assez extraordinaire. Dans le club, juste statistique, pour ceux qui veulent le savoir, pour John Havlicek, parce que j'en avais parlé, je sais plus, mais c'était... C'est le moment de corriger par rapport à Paul Pierce. Oui, tout à fait, c'est lui le meilleur scoreur des Celtics. C'est lui le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise. Il a mis plus de points d'Havlicek, mais c'est vrai qu'il en a mis dans d'autres franchises. C'est ça, John Havlicek rentre dans le top 20 all-time, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise la plus titrée. Alors après, oui, autant le mettre tout de suite sur la table, puisque c'est dans la prolongation un petit peu de là ce dont on a pu parler. John Havlicek, le patron de Boston, on peut en débattre. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même son arrivée en NBA. Il y a des titres quand même qui rigolent pas quand même. Ah mais attends, moi... années 70. Ah mais moi je pense qu'il y a des choses à revoir dans l'histoire, personnellement. Tu veux revoir l'histoire ? J'aime bien revoir l'histoire. Mais non, mais notamment sur le fait qu'il est MVP des finales de 74, si je dis pas bêtise, Havlicek. Mais le trophée arrive en 69, et d'ailleurs c'est la finale 69 où il y a Jerry West qui est MVP des finales alors qu'il est dans l'équipe perdante. C'est quand même con parce qu'en face, John Havlicek, il est un peu à 28 points et 11 rebonds de moyenne. Pour des Celtics qui gagnent le titre. Donc tu aurais pu être en position de dire John Havlicek, il aurait pu remporter le titre de MVP des finales. Je t'écoute, je regarde juste, parce que j'ai un petit doute sur ce que tu viens de dire, mais je vérifie. Sûr 74 ? Oui. 76, c'est Jojo White. C'est sûr ? Ouais, c'est comme ça. Parce que marrant, je l'aurais mis dans l'autre sens. C'est contre les Suns. Ouais. Et justement, c'est marrant, moi c'est moi qui dois... Mais vas-y, continue. Non, je vais peut-être... Parce que t'as raison, je vais juste vérifier. Vérifie, mais je crois... Vas-y. Le club des 26 000 points, 6 000 rebonds et 6 000 passes, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. 26 000 points ou même 8 000 rebonds et 6 000 passes. On a John Havlicek avec LeBron. En attendant de voir les autres là, qui arrivent, là, les fous, là, la génération triple-double, les Westbrook, les Harden. Il n'y a que John Havlicek et LeBron, ouais. Bah, en tout cas, il y a Oscar Robertson qui est pas loin, mais il n'a pas 8 000 rebonds, quoi. Quel petit joueur. Tu te rends compte ? 74, c'est bien, c'est ça. T'as raison. John Havlicek, MVP des finales 74. 74, MVP. Mais jamais vraiment le MVP de la saison, où on peut dire que ça a été le patron des Celtics pendant une petite ère, qui n'est pas non plus la meilleure ère des Celtics. Non. Je veux dire, l'époque dominante où il est là, c'est un 6e homme. Mm-hmm. C'est lui qui notamment, c'est pas lui qui crée le rôle de 6e homme, mais c'est lui qui le démocratise parce que c'est lui avec son talent qui débarque de la draft et qui va tout de suite accepter d'être l'energizer en sortie de banc des Celtics et produire de manière assez folle. Qu'on soit très clair, dès sa 2e et 3e saison, il y a déjà 20 points de moyenne, donc tu pouvais avoir 20 points de moyenne quasiment en sortie de banc, de la part d'Havlicek. Sauf qu'à l'époque, à Boston, il y avait 2-3 Hall of Famers, donc du coup, ils se disaient, Brad Auerbach, il se disait, bon, on va mettre ça en sortie de banc. Lou Will, un peu, et bon, pas tout à fait le même joueur, évidemment. John Havlicek, c'est surtout une cardio qui est assez extraordinaire. C'est un joueur qui a été drafté en NBA et en NFL. C'est un mec qui épuisait en fait ses coéquipiers, déjà ses coéquipiers certainement pas à l'entraînement, mais qui épuisait surtout ses adversaires, parce qu'il avait cette stamina, cette cardio qui lui permettait de faire des saisons il y a eu des saisons à 45 minutes de moyenne, et quand on regarde de plus près, au moment où il prend sa retraite, John Havlicek, il n'y a personne qui a joué plus de matchs en NBA que lui, il y en a 1200 et des poussières, et il en loupe, je crois qu'il en loupe une quarantaine en carrière, max. On n'en parle pas beaucoup parce que souvent on est là sur Karl Malone, John Stockton, mais John Havlicek, t'as des saisons à 80, 81, 82 matchs, 80, 80, 82. Tu peux toujours compter sur lui. Tu peux toujours compter sur, dans les 22 à 27 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne. Polyvalence totale. Et clutch vraiment en playoff, plus d'une fois. C'est le Game 7 donc, de 1969 où il met
Qu'est-ce que j'avais noté ? Pour finir les Lakers en 1968, il a 40 points, 10 rebonds et 7 passes. Et pareil, c'est les finales de 68, donc il n'y a pas de trophée d'MVP des finales. Mais c'est des finales qui sont remportées par les Celtics, où il a 27 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne. Tu peux te permettre de dire, ce mec-là aurait pu être 3 fois MVP des finales. On est du coup dans d'autres considérations. Je peux pas après le mettre plus haut, parce que le pic n'a pas été celui d'un wow, John Havlicek est le meilleur joueur au monde, et il fait partie de cette incroyable sphère des... Je veux dire, tu peux dire qu'il est représentant des années 70, un peu des 60, mais c'est pas non plus, tu vois, le patron, puisque tu en parlais, d'une série de titres de fou de la part de Boston. Il a été très bon, mais certains disent qu'en 73, par exemple, c'est plutôt l'équipe de Dave Cowens, qu'on a placé dans notre top... Ouais, tout à fait, on l'a foutu quoi, top 60 ? Top 50 même, je crois. Ah, je vais peut-être rentrer dans mon top 50. Je crois que Dave Cowens c'est top 50, un truc comme ça. Non, sinon tu en parleras par la suite, mais moi il y a des trucs qui reviendront pour les prochains épisodes, les 5 prochains épisodes. Donc John Havlicek en 20 pour Bastien. Ouais, en 20. Meilleur marqueur de l'histoire des Celtics. Quand même. Ah oui, et rappel important pour ceux qui ne le savent pas, ça bossait à l'époque, c'est-à-dire que vu qu'on n'était pas tout à fait sur les mêmes contrats garantis, tu jouais pendant l'année avec les Celtics et après tu avais un boulot. Donc John Havlicek était notamment représentant commercial et a bossé dans des compagnies d'assurance. Ça m'étonne pas, il a la coiffure pour. Ouais, c'est ça. Hein ? Ouais. Je le vois bien avec son petit costard. Qui est... Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous connaissez les stylos Bic ? Donc voilà. Non mais à partir du moment où tu as 8 bagues et que t'es le meilleur marqueur de l'histoire des Celtics, t'en mort quoi. Le mec a pas suivi le wagon, il nous a fait quand même des playoffs de malades mentaux. L'interception là du Game 7 des finales de conf de 65 je crois. Havlicek stole the ball, it's all over. Enfin voilà, pour toutes ces raisons, il est dans le top 20. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui mettent pas Havlicek dans le top 20, hein. J'en ai vu. Il faut voir qui mettent à la place. Dwayne Wade peut-être. Bah tu vois, moi, toi je sens là du coup voilà, mais moi tu vois, Havlicek c'est devant Dwayne Wade dans un top 100 pour moi. Je peux entendre. Clairement. Très bien. Place 20 tu nous as mis ? Moi j'ai mis Oscar Robertson. Oscar Robertson et donc monsieur John Havlicek. On va pouvoir se faire le place numéro 4. Donc là on est installé dans le top 20. On y est. Qui tu as mis en 19ème, mon cher Alex ? Je vais partir sur le poste arrière. Arrière, je sais qui t'a mis alors. Dwayne Wade. Dwayne Wade fait partie des 20 meilleurs joueurs de tous les temps. Oui. Isaiah Thomas fait partie des 20 meilleurs joueurs de tous les temps. Ok, fine. Les deux phrases sont bonnes. Hein. Ouais. Il y a des gens qui mettent, il y a des gens qui vont mettre Isaiah Thomas et Dwayne Wade dans le top 20, ça me choque pas. À falloir voir qu'ils enlèvent parce que c'est pas simple, hein, mais oui, pourquoi pas. Il y en a qui vont enlever Dirk. Allez, je t'en prie sur Isaiah, fais-toi kiffer. Bon, écoute, t'en avais déjà bien parlé, on a déjà vu et tout. Alors, je sais, on va me dire, oui, mais les lignes de stats, c'est vrai que lui, pour le coup, tu vois le contexte par rapport à ce que tu disais pour David Robinson. David Robinson avait le contexte et les qualités pour faire plein de stats, vu qu'il n'avait pas des partenaires trop dominants autour de lui. Et que le jeu des Spurs de l'époque, forcément, les mecs, ils ont vu arriver le phénomène, ils font on va jouer dessus. Hein. Bien sûr. Hein, bien sûr. Isaiah, lui, moi, je pense qu'il aurait pu, par exemple, notamment scorer plus, mais que ayant rapidement un Joe Dumars à ses côtés, ayant aussi des intérieurs ou des ailiers, parce qu'il a eu du Kelly Tripucka qui scorait, il a eu du Adrian Dantley, ça score quand même, faut nourrir en ballon, même Guire, quand il arrive, c'est plus le Guire d'avant, mais c'est encore un gars qui est sérieux et qu'il faut nourrir. Il y a Vinnie Johnson en sortie de banc, si tu le laisses pas le ballon dans les mains, c'est un peu débile, enfin tout ça. Donc Isaiah, c'est aussi ça, c'est aussi un joueur dont le pic est plutôt à 21, 22, peut-être 23 points. Il a dû, si je dis pas de bêtises, il a été meilleur passeur d'une saison vite fait. Il a dépassé les 10. Hein. Les 10 passes ? Ouais. Ah oui, il y a plein de fois. Au moins 3-4 saisons. Mais remettre un petit peu le contexte. Ah oui, non, mais la saison où il est meilleur passeur, il doit plutôt être à genre 13 passes d'ess. Tu vois, 12-13. Un truc un peu à la Stockton, un peu sérieux. Quoi. Il était MVP de All-Star Game ? Non. Je sais pas, je le note pas. Non, je te cache pas que ça. Non, on s'en fout, mais. Oui, c'est le genre, hein, parce qu'il est spectaculaire, le garçon. Alors, spectaculaire, parlons-en. Voilà. Donc, Isaiah Thomas, c'est un génie de la main. C'est un génie de la passe. C'est un génie du handle. Quand même l'un des vrais premiers gars dribble entre les jambes, derrière le dos, dans la foulée. Il y a eu des Earl Monroe avant, il y a eu des Pete Maravich et tout. Mais dans les années 80. Ah non, mais de toute façon, on a dit dans la discussion des petits.
Il y a Iverson qui cause, mais il fait que causer, hein. Et après on le laisse 10 places derrière, hein. Désolé les gars, c'est comme ça, c'est tout, hein. Et pourquoi ? Parce que c'est un des plus grands patrons que les parquets aient connu. C'est un patron, c'est un gars qui gagne. C'est un gars qui a un bilan en play-off positif face à des légendes vivantes. Ça fait baver, il fait partie des très rares joueurs de l'histoire NBA à avoir un bilan positif en play-off contre Bird et Magic et Jordan. Il y a Bill Laimbeer aussi qui a ça, évidemment, parce que les deux, hein, ils arrivent à Détroit en même temps. Oui. Ce sont les... C'est pas les deux seuls. Hein. Non. Je crois qu'il y en a quelques autres de ces mecs-là, des bad boys, tu vois, faudrait checker un peu, mais... Donc, un joueur spectaculaire, capable de scorer. Il est aujourd'hui encore le meilleur scoreur de l'histoire des Pistons, si je dis pas de bêtises. Enfin, le plus prolifique. En attendant, c'est Kudumbuya. Voilà. C'est dommage, Drummond est parti. Il est un passeur parmi les tout meilleurs de l'histoire de la Ligue, clairement. Hein, je n'ai pas les classements en tête, mais en termes de moyenne et de nombre de passes, oui, puis la carrière est trop... extrêmement sale. Elle a été raccourcie par les blessures. Donc carrière raccourcie par les blessures. Il a eu le temps quand même de faire 13 ou 14 saisons. Il est 12 fois All-Star. Tout le temps là. Et puis il y a cette deuxième partie des années 80 où Détroit est la meilleure équipe de la NBA, de l'Est déjà, et ensuite de la NBA. Tu vois ? Et donc ça veut dire que ce mec, avec un supporting cast hyper bien foutu et un excellent coach, c'est-à-dire que Chuck Daly, hein, voilà, hein, c'est un excellent coach. Supporting cast très très bien foutu, c'est-à-dire comme tu l'as dit toi-même, Joe Dumars on l'a mis dans le top 100, Dennis Rodman on l'a mis dans le top 100, ok. Et Bill Laimbeer, on peut en discuter en 100, 120, 110, à voir où tu le mets et tout. Des excellents joueurs. Mais le putain de patron de ce truc, le mec sans qui c'est pas possible, c'est Isaiah Thomas. C'est lui qui tire tout vers le haut. C'est lui qui apprend la vie à Dennis Rodman avec Bill Laimbeer. C'est lui. Chuck Daly aussi. Bah évidemment, de toute façon, tu peux pas avoir un groupe comme ça. Non, bien sûr. Tu vois, genre c'est comme pour les Spurs, Duncan, Robinson, ce que tu veux. Oh, il y a qui au coaching, tu vois, genre sûr. Voilà, c'est logique. Les Bulls, les Lakers de Shaq et Kobe, tu vois, forcément. Bien sûr. De toute façon, les grandes équipes qui dominent, des équipes qui font un one shot, et on peut dire ouais, le coach ci, le coach là, il doit y en avoir dans l'histoire de la ligue. Oui. Tyronn Lue. Doc Rivers. Voilà. Mais des équipes qui dominent comme ça pendant 2, 3, 4, 5 saisons de suite. Je veux dire, ces mecs-là ont fermé les Celtics de Larry Bird. Ces mecs-là ont fermé le Showtime des Lakers. Et ces mecs-là ont repoussé autant que possible l'ascension irrésistible de Michael Jordan. Putain, je suis d'accord. C'est un exploit, quoi. C'est un ouf. Isaiah Thomas, en termes de volonté, d'énergie, de détermination, de comment je prends un groupe et... Putain, c'est une armée, on est prêts tous à crever sur le parquet et on va gagner. Et ça gagne, du coup. Bien sûr. Pas juste ça donne des coups. Bien sûr. C'est juste, tout à fait, la question, et je te laisse après développer là-dessus, c'est juste, comme tu l'as bien souligné, ces mecs-là. Ah mais bien sûr. Je veux dire par là, c'est que... C'est toujours un groupe qui gagne. Et donc, on avait notamment autour d'Isaiah, en fait, j'ai l'impression que cette place, notamment, moi, quand je l'ai positionné là, c'est que je savais pas si je positionnais le leader des Bad Boys ou si c'était Isaiah Thomas. C'est-à-dire qu'entre le joueur intrinsèque et le leader de cette équipe... Bah c'est les deux, hein. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont donc les Pistons. Je veux dire, c'est pas Isaiah Thomas qui a fermé le Showtime, c'est pas Isaiah Thomas qui a fermé les Celtics. Non, c'est il est le patron de l'équipe qui l'a fait. Exactement. Qui est une très, très, très grande équipe. Ouais. Et encore heureux, tu vois. Et les Spurs en 2003, quand tu deviens champion, alors que les Lakers ils visaient un forever et tout, c'est pas Tim Duncan tout seul, tu vois. C'est une grande équipe des Spurs. Oui, enfin, il est MVP aussi. Isaiah Thomas, il a été MVP des finales, tu vois, en 90. Oui, non, je parle de saison régulière de toute une saison. Ouais, non, mais je te dis pas que Duncan n'était pas un joueur dominant. Je te dis juste que il y avait une grande équipe avec un grand coach. Et il faut à chaque fois, de toute façon. Et les Bulls, quand ils finissent par fumer les Pistons, bien sûr, c'est parce qu'ils ont un grand coach, c'est parce qu'ils ont Pippen qui commande à grandir, il y a Horace Grant et tout ça. Tu vois, donc ça, je pense que c'est un cas qu'on peut remettre toujours. Donc dans le côté critique d'Isaiah Thomas, on peut dire ouais, il a pas été MVP et tout. C'est vrai, mais s'il avait été MVP, mais moi c'est pas 19ème que je le mets. Bah bien sûr, parce que c'est plus haut encore. Bah bien sûr. Bien plus haut encore heureux. Mais c'est ce qui fait que je le recule, c'est qu'en fait Isaiah Thomas, moi je peux pas sortir du top 20 un mec comme ça. Et tu sais quoi, je le comprends. Impossible. Et je pense que c'est même certains
je sais que beaucoup l'ont mis notamment dans leur top 20, et je sais que certains étaient plus choqués sur la différence de profil entre ça et David Robinson, où tu prends tous les jours Isaiah Thomas, à comparer en même temps, hein. Mais les deux joueurs sont tellement difficiles à comparer. C'est sûr. T'en as un qui est très dominant individuellement, l'autre qui ne l'a pas été dans les faits, mais j'ai envie de dire, de ce qu'on en a vu et de comment on l'a vu jouer, on a vu qu'il était capable de mettre 45 points sur une cheville, qu'il est capable de performances individuelles hallucinantes. Bien sûr. Et peut-être que dans un autre style d'équipe, peut-être il aurait été moins titré et son leadership aurait été moins efficace. Par contre, comme il n'aurait pas eu Joe Dumars et Adrian Dantley, ou Joe Dumars et Kelly Tripucka, ou non, Kelly Tripucka et Joe Dumars sont pas du tout trop se croiser, mais Joe Dumars et Adrian Dantley, donc et Joe Dumars et Aguirre, il aurait peut-être scoré 28 points par match en fait. Oui, c'est tellement pour les Pistons qui aurait peut-être pas gagné autant de titres, exactement, etc. Et ça arrive. On avait fait la réflexion, c'est pas tout à fait le même profil de joueur, mais pour Tony. Et c'est exactement ça. Notre Frenchie Tony. Tony, souvent, il y a des gens, ils lui critiquent ses stats. Ils disent oui, il a gagné des bagues, mais il était dans une énorme équipe. C'est vrai, on lui critique ses stats et tout. Mais Tony Parker, avec son style de jeu, foutez-le moi dans une équipe où il n'y a pas d'intérieur dominant et puis les ballons ils sont pour lui, on lui fait des écrans puis il va tout le temps au cercle et tout. Je pense que vers la fin des années 2000, le début des années 2010, je pense que Tony Parker il tourne à plus de 25 points par match, mais genre vraiment, vraiment. Tu peux tout à fait, bien sûr. Je le pense vraiment. Et que du coup on aborderait ces lignes de stats différemment. Je pense qu'Isaiah Thomas, ça marche un peu pour lui aussi. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je considère que c'est un grand patron. Parce que c'est une pute, c'est un mec vicieux qui a eu beaucoup de détracteurs pendant sa carrière et à juste titre. Mais c'est aussi un leader qui a su faire ce qu'il fallait pour que le collectif marche. Isaiah Thomas, c'est aussi un gars qui savait se mettre en retrait quand il fallait pour gagner. C'est le signe d'un grand patron. C'est le signe d'un grand leader. Ah mais je suis d'accord. Voilà. C'est une pareille. Mais donc, et du coup, comme il y a 2 bagues, en fait, parce que si c'était juste un leader d'une équipe qui allait en finale de conf ou quoi, ah bah non. Là, le truc, c'est qu'il y a 2 putains de bagues, que les Pistons, grâce à ça, tu peux revenir sur la finale de 88. Une équipe mythique. Que les finales de 88, le Game 7, mais c'est un sweep-it en fait. Bah ouais, après ça tu sais, on fait souvent le truc parce que c'est ce qui les a motivés après en 89 et 90. Non mais je dis ça en déconnant pour réveiller une polémique à la con, mais quand tu regardes les images, tu fais allez voir le 3e carton d'Isaiah Thomas quand même. Les fantômes call et tout, mais t'es là, tu fais mais c'est quoi ce bordel? Enfin, genre. Il y a faute de l'homme bien. Non, franchement c'est vraiment chaud que t'es fan des Pistons, tu te dis putain on aurait dû être champion en 88, franchement je peux pas vraiment te dire non gars tu déconnes, tu vois, genre c'était tout à fait envisageable, mais t'as raison de dire que c'est aussi ça qui les a rendus vénères et qui les a encore plus motivés et que peut-être que sans ça il n'y a pas 89 ou 90 ou quoi. En tout cas 89-90, les Pistons sont intouchables. C'est bien ça en fait la phrase, c'est juste ça sur lequel je pense qu'on est d'accord, c'est juste que les Pistons sont intouchables. Ils sont intouchables et le patron de cette équipe intouchable est dans mon top 20. Ok, très bien. Je pensais qu'on aurait plus d'écart, tu vois. Je pensais qu'avec l'affection que t'as pour Isaiah... l'affection, c'est clair, mais... Parce que je pense aussi tu connais mon objectivité légendaire, on en a déjà parlé. Putain, ouais, d'ailleurs, les gens, je pense qu'ils sont en feu total. Alex a raison. On en a déjà parlé. Non, bien sûr. Non, mais non, écoute, déjà... Qu'est-ce qui fait, par exemple, que par rapport... Il a toujours été dans ce range-là, pour moi. Okay. Il a toujours été là. Je te pose la question parce que certains, je sais, ont réagi là-dessus sur les yeux. Qu'est-ce qui fait que tu le mets devant un Dwayne Wade, par exemple? Ah ouais, qu'est-ce qui fait que je le mets devant Dwayne Wade? Bah, je pense que c'est un plus grand patron que Dwayne Wade. Donc c'est ça, donc c'est le côté patron. Ah bah je pense qu'en termes de greatness, le leadership, ce qu'il a fait de son équipe, je dis pas Dwayne Wade, je me suis expliqué. Dwayne Wade, j'ai adoré ce qu'il a fait en 2006 et j'ai adoré aussi ce qu'il a fait en 2012, en 2013 pour avoir 2 autres bagues. Pour moi, il n'est plus le patron de l'équipe en 2012, en 2013. Enfin, il n'est plus il a LeBron James à côté de lui, quoi. Je veux dire, là, pour le coup, il a un joueur qu'on va mettre dans nos top 10. On va rester calme. Il tombera dans cette émission. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que Isaiah Thomas avait des très très bons coéquipiers. Il n'a jamais eu de superstar à côté de lui. Ouais. Voilà. Dwayne Wade, si. Dwayne Wade, si. Oui, bien sûr. Il a eu Shaq,
qui était encore très fort, qui n'était pas le Shaq de Lakers, hein, mais qui était encore... non, bien sûr. Disons que c'était quand même un peu embêtant encore à jouer dans la raquette, cette affaire, hein, tu vois. Il avait du Alonzo Mourning incroyable en sortie de banc. Il y avait des darons de tous les côtés en 2006, attention, hein, tu vois. Bien sûr. Donc, je trouve que ce n'est pas la même performance de carrière qu'un Isaiah Thomas. Évidemment, voilà. En fait, si je pose la question, c'est parce que notamment, vu que moi je l'ai mis en 19 Dwayne Wade, donc oui, Dwayne Wade est dans mon top 20 des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est parce que la première question qui m'est venue à l'esprit en sachant qu'on allait parler, vu que j'avais parlé d'Isaiah Thomas et que là il y a Dwayne Wade qui tombe, c'est là, normalement, il reste quasiment, je dis bien quasiment, pas de joueurs qui n'ont pas été MVP. Je crois. Dans nos classements. Moi, Isaiah, c'est peut-être mon dernier. Hein. Il y a peut-être un type qui joue à... MVP de régulière ? Ouais. Avec une mèche sur le côté, qui joue très bien. Je sais pas s'il l'est. Ah oui, c'est vrai, faudrait... Non, puis moi, j'ai encore Havlicek à caser. Oui. Il n'a pas été MVP de régulière. Pas été MVP de régulière, comme je disais. En fait, il reste... Après, oui. Si oui. Non, en fait, c'est juste si je posais la question, c'est simplement... Il reste plus grand monde de pas baguer non plus. Tout à fait. Et voire de pas baguer en patron. Oui, voilà. Ou parce que non, ça devient. C'est vrai que ça devient. Pas baguer, ça devient très compliqué. Mais alors pas baguer en patron, là. Juste qu'on soit d'accord pour que je puisse bien le comprendre. Patron, c'est quand t'es le meilleur joueur de ton équipe et que tu l'amènes jusqu'au titre. Oui. C'est pas genre le fait de se comporter comme un patron. C'est les deux. Ah, c'est pour moi, c'est les deux. D'accord. Pour moi, être bagué en patron, c'est tu es le meilleur joueur de ton équipe. Et tu tires tout le monde vers de haut, et tu te comportes comme un patron, et tu... Comment dire ça, tu vois, Isaiah Thomas, pour revenir... C'est parce que je pensais à... Enfin, vas-y. Ah, tu penses à un mec un peu grand, là ? Je pense à un mec un peu grand qui a joué à Golden State, et alors là, si l'argument numéro 1 c'est le patronage, je veux bien savoir comment tu le mets devant. Mais on en reparlera devant quand Isaiah Thomas, puisqu'avant c'est le patron, et... Enfin, tu vois. Mais on en reviendra à l'épisode qui est dit. Parce que toi, tu vas le mettre devant. Oui, bien sûr, par exemple, Dwayne Wade aussi. Mais bien sûr, si évidemment. Je comprends bien. Mais tout à fait, c'est pour ça que je revenais sur le côté patron. Ouais. Je voulais savoir. Et on pourra en parler quand après, il faut mettre dans la globalité. C'est-à-dire que Isaiah Thomas, tu l'as dit toi-même, si par exemple il avait été MVP d'une régulière avec une saison à 28 points, avec 12 passes et un gros bilan et tout de suite il explose mon truc. Comme il n'a pas ce critère. Je suis obligé de le ranger un peu plus bas. J'entends bien. Mais je le range pas trop bas parce que pour le coup, lui, il a le côté patron bague alpha qui le rehausse complètement. Tout ça, c'est un équilibre. Et plus on va monter, plus les mecs vont remplir des critères. Je suis bien d'accord. Et moins il y aura de lignes vides. C'est juste que Léon se marre. C'est juste que je suis bien content qu'on parle de ça parce qu'il y a des gars... Il y en a encore un ou deux. Il y a toujours des lignes vides. Mais bien sûr. Non, pas toujours. Il y a des mecs qui n'ont pas de lignes vides. Il y en a 2-3 où il y a plus de lignes vides. Il y a des mecs qui n'ont pas de lignes vides. Mais ces mecs-là, on va pas en parler tout de suite. On va pas en parler tout de suite, tout à fait. Mais c'est juste que ça me fascine, notamment par rapport à un mec qui va tomber quand il y aura des comparos avec les Karl Malone, KD, Dirk, parce que le thème justement du patron là-dessus va devenir fondamental. Et là-dessus, j'ai très hâte qu'on en parle. Bah oui. Et j'ai très hâte parce que franchement, ça là-dessus. Si tu veux un patron par rapport à un autre, je pense que tu prends Isaiah Thomas par exemple. Et là-dessus, je te suis. Et donc c'est juste pour ça que j'essaie de... Et oui, mais là, d'accord, mais regarde mon raisonnement. C'est que toi, tu focuses sur l'argument qui t'arrange. Non. Moi, ce que je te dis, c'est que j'essaye de prendre tous les grands arguments qui font les joueurs légendaires. Bien sûr. Donc, t'as MVP de saison régulière, pour moi, c'est quelque chose de très important. Tout à fait. Donc, le fait qu'Isaiah Thomas l'ait pas, je l'ai gardé dans mon top 20 parce qu'il a le patronat, le back-to-back avec une fois MVP des finales et qu'en plus il avait des adversaires quand même assez mythiques aussi. Je pense que l'adversité, le contexte pour le coup, tu vois, la façon dont se sont construits ces Pistons, c'est-à-dire dans l'adversité, les mecs ils ont tenu ce truc. La story est différente à Détroit qu'autre part. S'il y a bien un mec qui tient ce truc, c'est Isaiah Thomas. Après les autres sont là, Bill Laimbeer n'est pas en reste et tout, mais quand même, je veux dire, si le patron de cette équipe ça avait été Joe Dumars, je sais pas s'il y aurait des bagues. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Ah mais c'est... Et donc du coup, je te mettais juste le sujet qu'il dit parce qu'il va venir sur la table. Mais il y a d'autres gars, ils vont pas être patrons. Par contre, ils vont avoir la ligne MVP, par exemple. Tout à fait. Mais bien sûr, en fait, je ne dis pas que l'un patron d'ailleurs. Tout à fait. Je ne dis pas, je balance pas un pavé dans la mare par rapport à KD là maintenant pour dire tiens t'as tort. C'est pas je choisis mes arguments quand je choisis mes arguments. C'est simplement que j'apprécie que tu mettes justement l'accent sur le côté patronat. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas prendre en compte pour certains autres, donc j'ai hâte de voir. Mais ils auront peut-être autre chose. Et ils auront peut-être autre chose très certainement. C'est pas peut-être, c'est sûr, parce que sinon comment tu fais ? Sinon comment tu fais pour ce gars-là ? Ah bah et puis il y a pas que lui hein. Et bien sûr, il y en a d'autres. Il y a un costaud aussi qui aime bien les fusils.
Oui, et on pourra, et bien sûr, dis donc. Qui aura fait d'autres choses. Je comprends. Tu vois, donc, toi non plus, tu l'as pas encore sorti. Non. Donc c'est bien que tu l'estimes quand même aussi. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'à chaque fois. Je remettais juste ce thème-là sur la table, parce qu'il y a des gars où on va commencer à en discuter, et c'est pour ça que je remettais notamment le duel Wade-Isaiah. Puis il y a d'autres critères, par exemple, Isaiah Thomas, avec toute l'estime que j'ai pour lui. J'ai devant lui des mecs aussi. Alors peut-être ils seront un peu moins patrons, peut-être ils auront été MVP par contre, ou peut-être ceci, peut-être cela. Isaiah Thomas, je pense que défensivement très sous-estimé. C'était un très bon défenseur, malgré son physique un peu chétif parfois et tout. Bon là, si tu sais plus à défendre, là ça va être compliqué d'entrer dans le top 1 aussi. Exactement. Par contre, moi j'ai des gens devant lui, par contre ils ont changé le jeu. Je pense pas qu'Isaiah Thomas ait changé le jeu par exemple. Je ne le pense pas. Après, quand même. Un peu. Mais un peu. Bah, disons que quand... Il a obligé les défenses un peu à s'adapter à sa vitesse avec son handle et tout. Il n'était pas non plus le premier à faire ça. Non, bien sûr, mais gagner un titre avec un petit... Gagner un titre avec un petit en patron. Mais en fait, c'est plutôt un exploit historique plutôt que vraiment un truc de changement de jeu. Oui, mais sauf que certains se sont dit... Tout à fait, mais sauf que certains se sont rendus compte... C'est possible. Et donc, du coup, les générations suivantes, on le voit qu'en fait, c'est aussi possible. Ouais. Parce qu'on a vu ça, et quand tu demandes à un Allen Iverson s'il a regardé du Isaiah Thomas, il se dit, bon, vas-y, let's go, Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être j'ai des mecs devant lui qui ont plus changé le jeu. À d'autres postes, pas forcément à la main. Bah là, c'est la révo. Tu vois, il y a des gens... Donc, du coup, ça aussi, c'est des critères importants, parce qu'on a le palmarès, on a les stats. Donc dans le palmarès, moi je mets vraiment le MVP de régulière tout en haut, suivi du MVP des finales. Mais le MVP des finales, je l'associe à un côté patron. C'est-à-dire qu'il y a des MVP des finales que je valorise quand même un peu moins que d'autres. Je sais pas, le premier de Kawhi par exemple, je veux pas lui enlever, mais il l'a mérité certainement. Mais enfin c'est quand même, je sais pas si on peut dire que Kawhi était le patron de ces Spurs là par exemple, tu vois. Par contre, il était le patron des Raptors, tu vois. Oui. Ça, indéniable. Tu vois, c'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même leadership. C'est pas la même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Donc, tu vois, Isaiah Thomas, incontestable sur ce truc-là. Il y a d'autres joueurs qu'on va arriver là, qui ont été MVP des finales. Est-ce qu'ils étaient autant patrons ? Il y en a, on peut même dire limite, ils étaient encore plus patrons qu'Isaiah Thomas. Bon, ça va pas être facile, mais en tout cas, vraiment, ils ont porté une équipe. Bien sûr. Il y en a d'autres, on va dire, bon, à voir. À voir comment c'est vrai, non ? Bien sûr. Il y en a d'autres, on va dire, merde, alors lui, ça n'existait pas le trophée ? Bah, c'est ça. Ah bah oui. Il y en a qui l'ont pas, c'est pour ça qu'on en parlait avec Havlicek, qui va tomber aussitôt un peu plus tard, et on se dit genre, bah, il a pas été MVP de saison régulière. Qu'est-ce qui justifie ? Bah, l'autre, il ouvre une bijouterie demain matin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Notamment. Donc voilà. Donc, j'essaye au mieux, toi aussi d'ailleurs, à chaque fois de sous-peser les grands arguments. Les différences sont de plus en plus ténues, évidemment. Et donc finalement, on se rend compte que la valeur intrinsèque, comme on n'est que sur des joueurs énormes, là, de plus en plus, Isaiah, franchement, c'est un joueur énorme en fait. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il partageait le ballon dans une équipe ultra collective. Bien sûr. Et que donc les stats sont peut-être un peu moins là que d'autres. Mais et d'ailleurs, juste pour rappel, pour rappel, il est 22. Il est pas 37. Oui, voilà. Non, mais tu vois, je veux dire, on a 3 places d'écart sur Isaiah Thomas. Et sur le playground, je le prends bien, moi, Isaiah Thomas, tu vois, par exemple. Ah, mais bien sûr que je le prends, bien sûr. Qui peut empêcher un mec comme ça de scorer sur un playground, en fait ? David Robinson. Je sais le pas. troll. Non, mais c'était pour troller. Mais tu vois, voilà. Mais en tout cas, non, mais en fait, on pourra en reparler. Parce qu'effectivement, j'ai des mecs devant lui qui sont pour moi des moins grands patrons que lui. Oh bah, clairement. Mais qui sont pas pour autant des moins grands joueurs. Là, on est sur de la greatness. Bien sûr. Mais c'est ce qui fait qu'il gratte pas plus haut d'ailleurs pour toi. C'est qu'il y a un moment où juste tu peux être aussi patron que tu veux, Isaiah. Si t'as pas dominé à titre individuel, on commence à rentrer dans des clubs top 20, top 15, top 10, où en fait il y a un moment où t'étais le meilleur joueur au monde, quoi. C'est ce qui, je pense, t'a fait aussi que tu pouvais pas foutre Isaiah plus haut. C'est normal. Donc Dwayne Wade ? Oui, et donc la question que je posais pour faire la transition, c'est, il y a un classement qu'on peut faire maintenant, et je propose aux gens d'y participer, sur le meilleur non-MVP de l'histoire. Il y a des joueurs... Isaiah. Dwayne Wade. Tu vois, donc on commence à rentrer dans ces discussions-là où en fait on ne sait pas qui est le meilleur non-MVP. Là on va commencer à rentrer dans des considérations où, intrinsèquement, est-ce que c'est... C'est vrai que le Dwayne Wade, c'est quoi, c'est 2008-2009 2007-2008 2008-2009 Oui. C'est 2008-2009. Meilleur marqueur de la NBA. MVP. Wow. C'est son bilan qui lui fait un peu mal quoi cette année-là, je pense. Oui, complètement. Et puis aller revoir le 5 majeur, il y a Daquan Cook, il y a Michael Beasley, c'est une horreur. Il a pas une belle équipe. Il y a Haslem. Non mais c'est même une des pires équipes que Dwayne Wade a pu avoir dans toute sa carrière. C'est même la pire. Il fait une saison absolument ouf, donc en effet, contexte fait qu'il peut avoir une grosse production. C'est sa saison de MVP.
Donc non, c'était juste par rapport à ça, parce que j'étais en train de préparer là, l'épisode d'aujourd'hui, je me disais, putain, c'est qui les joueurs qui vont ne pas être MVP. Alors que le trophée existait. Alors que le trophée existait et qu'on lui accorde tous les deux une importance vraiment très élevée. Bien sûr, le MVP de saison régulière, c'est le plus dur. Donc Dwayne Wade, en fait, tu en as parlé, et les seuls éléments que je peux rajouter, c'est que comme j'en parlais là avec certains joueurs précédents, Dwayne Wade, il montre dès sa 3e saison qu'il peut faire des dingueries individuelles, puisqu'il est champion NBA en faisant des finales dont on parle pas assez. Dont à Dallas, on parle un peu trop, je pense, à cause de ces histoires de lancer franc. Il paraît. Mais il n'empêche que quand tu sors des finales de 2006 de Dwayne Wade, tu dis c'est jordanesque, tu dis c'est légendaire. Il fait des choses absolument dingues, alors que dans la série 2-0, il fait un truc dans sa 3e saison qui est juste de la greatness. C'est ce qu'il fait dans cette série-là, même en ayant tout à fait chaque à côté, mais le patron, le mec qui a la cape, c'est pas Superman, c'est dominant. Totalement. Et après, il va faire donc ses meilleures saisons individuelles jusqu'à la fin de cette décennie-là. Quand LeBron arrive, et c'est ça qui m'a marqué dans la carrière de Wade, c'est qu'on a été vachement axé sur il y a des blessures, il produit moins, on s'y retrouve pas, et en même temps, Wade avait tellement la légitimité de dire je suis chez moi, je suis à Miami, je suis le patron, on va essayer de cohabiter et de voir comment ça se passe. Alors que dès la première saison, quand il voit que ça se passe pas très bien en finale, et d'ailleurs sur la finale NBA où LeBron est catastrophique contre Dallas, c'est Wade qui est absolument dingue, d'avoir cette discussion avec Spoelstra, avec Riley, avec LeBron et de dire ok, laisse-moi être en fait le bras droit et on va vraiment niquer la compétition, ça demande un niveau, je trouve, de la win, de classe, de win, d'exemplarité, qui pour moi peut relever aussi de l'élément d'être le patron, c'est-à-dire oh putain, là je suis peut-être le numéro 1, mais en fait là il faut que je comprenne, comme tu l'as dit pour Isaiah, et c'est un patron que je trouve on sous-estime, parce qu'on dit oui c'est Pique LeBron de 2011 à 2014, il n'y a rien à redire, c'est lui en gros qui fait gagner le Heat avec un titre de MVP de saison régulière et un titre de MVP des finales. En fait le truc c'est qu'après en 2012-2013 mais Wade, ouais. LeBron est tellement dominant que ça fait qu'on en oublie un peu comment Wade était encore On oublie Wade, mais quand je crois qu'on a fait, nous, la plupart des classements dans les top 10 all-time de duo ou de bras droit, etc., tu vois Wade, c'est donc un mec qui a été capable d'être MVP des finales, mal alpha, avec un bon gros circonflexe sur le A. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et un gros supporting cast. Et un vrai bon supporting cast, et pas Riley, etc., tout à fait. Ouais, c'est ce qui fait ça rigole pas. Ça rigole pas. Gauche, gros intérieur et tout. Et c'est ce qui fait qu'il se retrouve à cette place-là, parce que tu ne gagnes pas un titre tout seul, comme on l'a dit, on va le répéter jusqu'à la fin de cette émission. Bah oui, mais c'est important. Et bien évidemment que c'est important, parce qu'il faut, c'est pas un joueur qui gagne un titre, c'est toute une équipe. Wade, qu'il accepte ce rôle-là, j'ai toujours trouvé ça très très fort. Pour ceux qui ne le savent pas, et je crois d'ailleurs que ça a toujours été le cas, il n'a jamais été le joueur le plus payé à Miami. Il a toujours su, que ce soit en 2011 ou par la suite, faire les sacrifices financiers pour comprendre que, afin de gagner, il fallait qu'il fasse ce geste-là. C'est peut-être pas un geste de gros patron à la Barclay qui demande les sous ou d'autres gars, etc. Mais au final, Wade c'est un vainqueur qui a ses 3 bagues, qui a je sais pas combien de milliers de points, milliers de rebonds et milliers de passes. Mais quand je prends du coup tous les arguments, je me dis attends, il a été capable d'être dans les deux rôles. Le patron avec une finale mythique et MVP des finales, avec une ligne de statistiques extraordinaire. Et derrière, le sidekick d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est la panoplie complète pour moi du joueur exceptionnel et donc qui mérite sa place dans mon top 20. Okay. J'ai l'impression qu'on oublie un peu la carrière de Wade. Comme si en plus, quand il a pris sa retraite et qu'il y a eu le tour avec Dirk, etc., c'est comme si on disait genre vas-y Wade, c'est bon, prends ta retraite. Non. Je dirais avant que Wade soit là, il y a quelques bonnes saisons évidemment de Miami avec Alonzo Mourning et Tim Hardaway et Pat Riley. Mais Wade, c'est Miami. Miami, c'est Wade. Mais il fait partie de ces joueurs qui ont mis une franchise sur la carte. C'est... Il y avait quand même des résultats. Fin des années 90 avec Tim Hardaway et Alonzo et tout, il y a quand même des résultats. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire à Miami avant ça. Mais Dwayne Wade, aujourd'hui, tu demandes, c'est le hit. Je m'en bats les couilles. C'est pas LeBron, c'est pas Bosh, c'est pas Jimmy Butler ou Bam Adebayo, on touche du bois pour eux. C'est Wade County. Et d'avoir réussi à faire de Miami une équipe titrée en solo et titrée à plusieurs, moi, je trouve ça trop fort. Et ça lui dessert dans le classement. Moi, j'applaudis le geste de la part de ce mec parce que c'est un truc de superstar. Voilà pour Monsieur Dwayne Wade. Et après, les 2-3 trucs que j'avais notés, oui, c'est parmi les meilleurs contreurs au poste d'arrière all-time. Ouais. Et voilà.
Okay. Ouais, la Redeem Team de 2008, mais ça on s'en fout. C'était avec on s'en fout pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est bien. Mais et il avait été. C'est une bague, c'est une médaille olympique. C'est une bague olympique. Qui pèse lourd quand même. Ouais, et d'ailleurs Wade, pour continuer sur ce thème-là, c'est une des plus grandes équipes de Team USA de tous les temps. Bien sûr, et Wade accepte d'entrée d'être le 6e homme. Bon, évidemment, il y a Kobe qui est devant, mais il accepte, tout à fait. Mais il fait partie du grand succès du... Tu sais, Kobe en 2008, il sort quand même... Non, c'était pas mal du tout, bien sûr. Un peu correct. Demandez à l'Espagne, avec le doigt. Mais c'est juste que Wade se ramène derrière, et il fait un... En tout cas, on oublie un peu les JO de Dwayne Wade, qui est absolument ouf. Bien sûr, mais cette équipe, elle est ouf. L'équipe de la Redeem Team, à Pékin. Elle est ouf. Extraordinaire. Monsieur Dwayne Wade est dans le top 20 all-time, si vous l'avez mis, très bien, mes chers fans de Miami. Et les fans des Pistons, la bise. On va montrer le grand tableau. Il fait le taf, hein. Exactement, regarde, l'histoire est respectée, les années 80-90. Léons, voici donc le tableau d'Alex avec les places 21, 20 et 19 aujourd'hui, tu nous as mis 21, John Stockton, 20, Oscar Robertson, 19, Isaiah Thomas. C'était une full meneur pour Bibi. C'était une full main pour Alex, ouais. Et voici mon tableau avec donc Tim Duncan en 21, comme vous pouvez le voir. En place 20, John Havlicek. Et en numéro 19, Dwayne Wade. Dites-nous qui vous avez dans votre top 100 all-time, dans votre classement. Là, on a bien mis les bases pour les discussions des semaines à venir. Ah bah là, il y a des discussions. Parce que là, on a parlé de MVP, de patron, de grandes bagues, de grands compétiteurs, ça va être ouf. Des fois, il y a des bagues qui valent plusieurs bagues. Il y a des bagues qui valent plus que d'autres. Ouais. Ah oui, ah bah bien sûr. Qu'il y a des bagues qui valent plus que d'autres. Bien sûr. Bah, je sais pas, non ? Tout à fait. Je suis bien d'accord. Et sur ce... Ça me paraît évident. Tout à fait, moi aussi. Et sur ce, on va vous faire la bise. Vous souhaitez une très bonne semaine. Balancez tous vos arguments, crachez-nous à la gueule, c'est la moindre des choses. Et lundi prochain, on revient avec les places 18, 17 et 16. Allez, le top 100 continue. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.